Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. À l'occasion de votre journal, voici le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, nous vous emmènerons au Novotel pour découvrir la conférence organisée par Monaco Finance Durable. La thématique abordée était, vous verrez, le plastique. De ce plastique, justement, les eaux en sont souvent remplies. Justin Sargenti a été choisi, lui, par la Fondation Prince Albert II pour participer aux recherches sur la gestion durable des ressources en eau. En direct de l'Antarctique, il nous montrera les dernières innovations pour transformer les eaux usées et polluées en eau potable. Le racisme aux États-Unis était la thématique de la conférence organisée par la Fondation Prince-Pierre au Théâtre des Variétés. C'est l'académicien Dany Laferrière qui l'a animé autour de son dernier ouvrage « Petit traité du racisme en Amérique ». Il sera dans ce journal pour nous en parler. Et puis nous vous ferons découvrir dans quelques instants dans ce journal le portrait d'un jeune pianiste. Il s'appelle Slava Gershovitch et il est né à Monaco. Il sortira d'ailleurs prochainement 2 albums. Mais nous débutons cette édition avec l'annonce de Jean-Luc Biamonti. Il a en effet confirmé ce lundi soir son départ de la Société des Bains de Mer lors de la présentation de ses vœux aux salariés de la SBM. Il était administrateur depuis 1985, président du conseil d'administration depuis 1995 et président délégué depuis 2003. Il quittera ses fonctions à l'issue de la réunion du conseil d'administration de la SBM les 23 et 24 janvier prochains. Son successeur sera alors officiellement désigné. Agir efficacement pour lutter contre les cyberattaques est un engagement de l'État. À ce sujet, Pierre Dartout a remis au directeur général de Monaco Télécom une lettre renouvelant le financement de la solution de sécurité Internet pour les particuliers et pour les professionnels. Monaco Care Safety déployé en collaboration avec F-Secure. Sandrine Neg a pu interroger à ce sujet le ministre d'État et Martin Perronnet. Je vous propose de les écouter. Monaco n'est pas à l'abri des cyberattaques et donc nous devons aider Monaco Télécom, qui est le distributeur d'Internet en principauté, pour avoir les dispositifs, les instruments nécessaires pour lutter contre cette cyberinsécurité. Ça donne des bons résultats, mais il faut que tout le monde sache que cela existe, parce que tout le monde peut être concerné. Nous, on est là juste surtout pour aider à mettre en relation l'ensemble des résidents et des entreprises qui le souhaitent avec la suite de sécurité de F-Secure, qu'on appelle Monaco Care Safety, et d'expliquer comment ça se passe, à quoi ça sert, etc. Il y a quand même quelques chiffres à retenir. Il y a un peu moins de 10% de la population qui s'est connectée et qui a activé Monaco Care Safety. Et sur ce petit pourcentage, il y a plus de 21 000 virus qui ont été bloqués l'année dernière en 2022. Donc ça veut quand même dire que si on projette sur le reste de la population, ça veut dire que les autres ont subi des attaques qui sont relativement lourdes. L'organisation gouvernementale intitulée Monaco Finance Durable a organisé aujourd'hui une conférence sur le thème du plastique au Novotel. Le monde de la finance et de nombreux entrepreneurs assistaient à cet événement pour aborder diverses thématiques impactantes pour l'environnement. Mais en quoi la finance est-elle justement liée à l'environnement? Les éléments de réponse dans ce reportage de Christine Datomel et de Julien Logier. Chaque année, 19 à 23 millions de tonnes de plastique arrivent dans les eaux du globe. Le plastique est donc impactant pour la planète et pour l'être humain, une problématique qui représente aussi un risque dans le portefeuille de nombreux investisseurs. Et la finance a un rôle à jouer en s'impliquant notamment dans l'innovation. Ce qui est très difficile parce que c'est un risque pour les investisseurs et les investisseurs préfèrent investir dans quelque chose de dérisqué. Donc on est là pour les sensibiliser à ces thématiques et faire en sorte qu'ils acceptent de prendre en considération le fait que l'innovation est la seule chose qui puisse changer. Après, il y a aussi soutenir des groupes parfois auxquels on ne pense pas forcément, on nomme souvent ici les groupes pétroliers, pour les amener à payer, à prendre en charge ces transitions et ce changement. Ça a un coût. Et donc on a besoin de la finance pour ça. Aujourd'hui, de nombreux groupes sont pointés du doigt, notamment la marque Danone, l'un des plus gros pollueurs qui se retrouve aujourd'hui sous les feux de l'actualité. Le plastique génère des externalités négatives et entraîne un impact sur la biodiversité, sur la santé humaine et sur le tourisme, ainsi qu'une perte d'économie et d'emploi, entraînant des dettes immatérielles certes, mais pourtant bien réelles.
Il y a ce qu'on appelle le capital naturel. En fait, jusqu'à présent, la nature, pour nous, n'avait pas de prix. Donc, on pouvait déforester, on pouvait brûler, on pouvait abîmer, spolier. C'était pas un problème, ça n'avait pas de valeur. Or, on se rend compte que ce capital naturel a un fort coût et que parfois même il est supérieur au coût de ce que coûte une société. Et donc ça nous dépasse tous et il est temps de prendre en compte ces coûts. Donc là aujourd'hui on présentait ce qu'on appelle une comptabilité écologique ou intégrée. Ça fait sursauter certains et pourtant c'est nécessaire parce que justement ça prend en charge à la fois la valeur que crée une société lorsqu'elle crée de l'emploi, lorsqu'elle crée de la santé, lorsqu'elle crée tout ça, mais ce qu'elle détruit également au travers de ses actions et de son business plan. Le plastique présente de nombreuses propriétés différentes et il reste parfois assez complexe pour le recyclage. Seulement 10% de recyclage est effectué à travers le monde. Le plastique est donc une matière fabuleuse mais qui reste extrêmement problématique. À sa création, l'homme a oublié de penser à sa fin de vie et ce durant des décennies. C'est pourquoi aujourd'hui nous arrivons à ce constat inquiétant car les excès de fabrication et l'incivisme coûtent très cher à la planète et la collecte et le recyclage restent à ce jour les meilleures solutions pour faire face à cette problématique. Une bonne nouvelle à présent à vous annoncer avec le taux d'incidence de la Covid-19 qui est en nette baisse. En effet, il s'élève à 64 contre 115 la semaine précédente. Entre le 9 et le 15 janvier, 691 tests PCR et antigéniques ont été réalisés en principauté. Leur taux de positivité sur résidents et non-résidents était lui de 6,2%. La protection des écosystèmes d'eau douce et la gestion durable des ressources en eau sont des défis majeurs du 21e siècle. Le projet porté par Firmus Greywater Recycling System et soutenu par la Fondation Prince Albert II contribue à améliorer les procédés pour préserver ces ressources en eau justement. Alors pour en parler, nous partons à la station Concordia retrouver Julien Sargenty, un ancien étudiant de la Principauté. Il a été choisi par la Fondation pour partir en Antarctique avec l'équipe de recherche. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, comment cela se passe sur place? Je le rappelle, vous êtes arrivé mi-décembre et vous allez repartir environ en février donc, de la station. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe donc, sur place. Tout d'abord, il faut dire que moi je suis arrivé le 17 décembre et j'ai fait 0 à 3000 mètres d'altitude en 4 heures. Et je suis arrivé avec un mal de montagne, donc 3 jours d'adaptation avec pas mal de mal de tête, problèmes de sommeil. Et puis, petit à petit aussi, adaptation à vie en communauté dans la station et aussi au programme, au planning de journée pour l'autre. C'est assez impressionnant de voir comment la station fonctionne. Et je suis vraiment très, très content de la façon dont j'ai pu m'adapter dans la station Concordia. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de la mission que je suis en train d'effectuer. Vous avez été envoyé, je le rappelle, pour étudier le déploiement d'une toute nouvelle membrane sur la machine de recyclage des eaux grises. En quoi cela consiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On teste une nouvelle membrane pour l'ultrafiltration du recyclage des eaux grises. Le but, c'est de tester si cette membrane elle est moins énergivore et si le rendement de recyclage des eaux grises est meilleur que le rendement qu'on a actuellement avec les membranes qui sont déjà installées depuis 2005 sur la station. Et donc j'ai lancé mes tests dès que je suis arrivé. C'est des tests tous les jours avec des changements de paramètres sur le débit, sur la pression. Et le but est vraiment d'analyser tout ce qui a été fait durant la semaine et de comprendre quel sera le meilleur rendement pour la suite. Alors, les tests effectués en milieu polaire ou en station orbitale sont destinés à permettre à terme le développement de solutions pour notre quotidien. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, personnellement, d'avoir été choisi tout d'abord par la Fondation Prince Albert II et de participer finalement potentiellement à de grandes avancées? En fait, moi, je viens d'un cursus architectural, donc c'est vraiment quelque chose que je ne pensais jamais faire dans ma vie. Et avoir eu cette opportunité, c'est vraiment extraordinaire pour moi et je me dis que participer à ce petit morceau d'innovation, ça pourra peut-être dans le futur aider beaucoup de personnes, que ce soit dans le spatial ou même dans le domaine public ou privé plus tard. Alors, je le rappelle, ce projet est mené par la société FGWRS en collaboration avec l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et l'Agence spatiale également européenne a permis depuis 2005, je crois, d'économiser près de 5 millions de litres d'eau. Alors, de quelle façon? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus un petit peu de façon simplifiée, si c'est possible? Oui, on peut faire ça très simplement. Alors en fait, on récupère toute l'eau qui est issue des lavabos, des douches et aussi du nettoyage des sols et même de la cuisine.
Et tout ça arrive dans une cuve, puis on envoie à haute pression dans une membrane d'ultrafiltration, et ensuite dans une membrane, enfin il y a plusieurs membranes d'osmose inverse, et le but est à la fin d'avoir une eau claire recyclée qui est tout à fait potable. Justin, justement, par rapport à ces eaux grises, vous aviez 2 échantillons à nous montrer pour un petit peu nous faire le comparatif. Comme on peut voir ici, là, en fait, c'est l'eau grise qui arrive dans la cuve. Et ça, c'est l'eau qui sort à la fin du système de recyclage des eaux grises. Le but, c'était vraiment de montrer que c'est une eau qui est tout à fait potable. Et c'est surtout une eau qu'on peut boire. Voilà, alors, c'est une eau déminéralisée, mais qui est tout à fait potable. Et je trouve ça intéressant de pouvoir montrer à la télé et aux personnes que c'est un système qui fonctionne et qui est tout à fait potable. Dernière question, Justin, par rapport à Monaco, justement, qui est un pays un petit peu précurseur en termes de développement durable. Est-ce que, là encore une fois, vous avez le sentiment de participer à quelque chose de particulier pour un pays donc, que vous représentez aujourd'hui? Ça sera ma dernière question. Oui, oui, je peux dire que déjà représenter la principauté et de comprendre comment elle s'investit dans la mission polaire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je pense que c'est primordial, surtout pour les jeunes générations qui sont au lycée actuellement. Et je pense que pour plus tard, donner cet exemple, c'est vraiment important. Et justement, vous avez eu un échange, je crois, ce matin depuis Monaco. Racontez-nous. C'était très sympa. On a vraiment réussi à rassembler sur la station une quinzaine de personnes de domaines tout à fait différents qui font des études très spécifiques sur la station, que ce soit pour le milieu polaire ou même pour la technique. Et on a eu un échange avec des classes de FANB et du lycée Albert Ier. Et c'était vraiment très intéressant, des questions très pertinentes. Je pense que ça leur a plu. Merci beaucoup à vous, Justin, et bonne continuation surtout sur la base Concordia en Antarctique. Merci beaucoup. L'agence immobilière Baltic Estates a signé un contrat avec Knight Frank, le plus grand groupe international d'agences immobilières. À cette occasion, un cocktail dînatoire a été organisé hier dans l'agence située au Palais Héraclès. Était présent lors de cet événement le prince Albert II, le ministre d'État Pierre Dartout et de nombreuses autres personnalités. Ce sont les Croates qui ont remporté pour la toute première fois la Monaco Optimist Team Race, organisée par le Yacht Club de Monaco. Parmi les 16 équipes en lice, toutes avaient quasiment le potentiel de décrocher la victoire. Toujours placées d'ailleurs parmi les équipes à surveiller, les Monégasques pointent en 6e position au général. Avec ses 64 régatiers de moins de 14 ans, l'événement reflète surtout la politique sportive menée par le Yacht Club de Monaco, avec la transmission au cœur de ses valeurs. Le racisme en Amérique, tel est le sujet qui a été abordé lors de la conférence de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. C'était hier soir au Théâtre des Variétés. C'est son auteur, Dany Laferrière, qui a animé les débats autour de son dernier ouvrage. L'académicien est d'ailleurs présent avec nous ce soir. Bonsoir. Et bonsoir. Vous avez parlé lors de cette conférence au Théâtre des Variétés du petit traité du racisme en Amérique qui vient de paraître et qui est votre 36e livre. Racontez-nous justement l'histoire de cet ouvrage. L'idée m'était venue en regardant les jeunes gens plutôt noirs raconter, reprendre, ressasser des clichés souvent sur les questions raciales. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, les mêmes personnages, les mêmes reproches même si l'on peut dire. Je me suis dit peut-être que c'est par ignorance. Donc j'ai voulu reprendre, disons, la leçon en remontant à l'esclavage, en passant par le blues, en remontant le cours des fleuves avec Billie Holiday ou jusqu'à Nina Simone à Harlem et d'autres personnalités aussi, des écrivains et puis aussi des personnalités politiques que certains connaissent comme Malcolm X et que tout le monde connaît comme Martin Luther King et voir un peu l'héritage de ces gens et puis aussi des inconnus, des gens de la vie quotidienne qui ont des réflexions sur le racisme, qui l'ont subi et qui en parlent. Et faire apparaître le racisme non seulement comme une question, une affaire de noirs, mais une affaire qui concerne l'humanité. Parce que humilier quelqu'un, c'est humilier toute l'humanité.
Le racisme, vous en avez parlé, qui a justement une histoire. Vous, l'écrivain noir, né en Haïti, qui a vécu aux États-Unis, vous vous en emparez à travers cet ouvrage. Certains de vos propos sont d'ailleurs politiques. Et puis il y a aussi des portraits de grands destins, des descendants d'esclaves qui sont devenus des figures, ou encore des portraits d'autrices blanches. Un savant mélange finalement pour retracer les faits. Ah bien sûr, le racisme suppose au moins des blancs et des noirs. Et c'est très important de montrer la présence des deux, et surtout aussi que tous les blancs ne sont pas racistes. Et d'ailleurs, dans certaines choses, par exemple à Harlem, il y a eu beaucoup de blancs qui ont, à chaque fois qu'Harlem a plongé dans l'obscurité, qui l'ont aidé à remonter à la lumière. Il y a des personnages comme Eleanor Roosevelt, qui a été très important, puisque c'est la femme du président Roosevelt, et qu'elle avait permis à Marian Anderson, qu'on avait chassée du Constitutional Hall, et où elle devait chanter. Les filles du Mayflower l'avaient chassée, et Eleanor Roosevelt a pris sur elle de la faire chanter devant la statue de Lincoln, devant 75 000 personnes, des Blancs et des Noirs. Donc c'est très important, ces personnages de Blancs aussi, et comme par exemple... c'est Harriet Stowe, Beecher Stowe, qui a écrit La case de l'oncle Tom, qui a été le grand best-seller du 19e siècle et qui a permis cette émotion qui a rassemblé des Blancs et des Noirs et pour pouvoir mener cette bataille contre les États du Sud et qui était pour l'esclavage d'une certaine manière, contre l'abolition. Surtout en ces moments où l'on tue des Noirs constamment, quotidiennement aux États-Unis. Et c'est scandaleux. On a l'impression qu'il y a eu des époques, quand même, dans le temps où c'était un peu plus paisible. Mais depuis l'arrivée d'Obama, l'extrême droite américaine s'était dit on va démontrer qu'avoir un président noir ne règle pas le problème, ne nous empêchera pas de faire comme nous voulons. Je parle d'extrême droite, je parle du Ku Klux Klan, je parle de ces hommes de Trump qu'on a vus envahir le Sénat américain, des gens sans foi ni loi. C'est quand on sent que le volcan bouge et que les fascistes, les racistes se démènent pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire l'ordre du cimetière, l'ordre, le silence des morts. Aux États-Unis, vous venez de le dire, les exemples sont encore trop nombreux aujourd'hui de personnes noires qui sont victimes de racisme, de violences policières. Comment est-ce possible concrètement d'en être encore là en 2023 ? Eh bien, à chaque fois, on dit des dates dans toute l'histoire du monde. Je suppose, en 1023, on a dit comment ça se fait qu'on soit là. Et en 1023, en 2023, en 3023, si nous ne faisons rien pour changer les choses resteront. C'est-à-dire, si nous voulons passer un temps, si nous voulons que le temps que nous passons sur Terre vaille quelque chose, eh bien, ça va être le temps, le vrai temps. Et la façon de marquer le temps ne sera plus une date, mais un moment. On se souvient, par exemple, pour les Américains, quand Martin Luther King a dit « I have a dream ». Donc, c'était un moment. C'est une scène assez magnifique. Il y allait, mais il sentait que ça ne marchait pas, que son discours n'allait pas rester. Dans quelques années, il allait disparaître comme poussière. Et c'est finalement Aretha Franklin, la grande chanteuse, qui est numéro 1 cette année, il y a une semaine, sur la liste du Rolling Stone. C'est Aretha Franklin qui était pas loin et qui a dit « Martine, le rêve, ton rêve, raconte-nous ton rêve ». Et il a hurlé ça, et Martin Luther King s'est souvenu qu'il avait raconté une fois dans un discours qu'il avait un rêve. Il a fait un signe et il a commencé. Il a lancé ce rêve comme on lance une bouteille à la mer et qu'on n'entend jamais. « I have a dream ». Et on l'a entendu. Vous faites d'ailleurs partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas retirer de la circulation des œuvres ou des ouvrages qui sont ouvertement racistes. Pourquoi, finalement ? C'est qu'on n'apprend pas uniquement avec les bons sentiments. On apprend avec les vrais sentiments. Si vous enlevez de la circulation le mot nègre, si vous enlevez le mot esclavage, le mot nazi, si vous enlevez tout ce qui est mauvais et vous croyez faire un monde bien, eh bien vous vous trompez. C'est-à-dire l'humain est fait de bien et de mal. Nous avons nous-mêmes des sentiments. Vous savez, quand nous contestons le mal chez quelqu'un d'autre, nous savons très bien que nous cachons un petit mal, peut-être moindre, chez nous. C'est comme ça que nous allons toujours marcher. L'idée de dire un jour il y aura plus de bien, de mal. On va enlever tout ce qui représente la laideur
est une des pires idées qui soit et a toujours conduit au désastre. D'ailleurs, à l'effacement de toute mémoire. Merci beaucoup à vous, Dany Laferrière, d'avoir été présent avec nous sur Monaco Info pour nous parler de votre dernier livre. Merci. Voici le portrait à présent d'un jeune mais talentueux pianiste. Il est né à Monaco et a étudié à l'Académie Régnier 3. Slava Gershowitch vient d'enregistrer 2 albums et il était de retour à l'Académie pour une séance photo à laquelle Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni ont assisté. Reportage. Slava Gershowitch, 23 ans, issu d'une famille de violonistes, père, mère et grand frère. Il a choisi un autre instrument à l'âge de 6 ans. Ce pianiste français a étudié à l'Académie de musique Régnier 3, puis a poursuivi son cursus à Paris, au Conservatoire national supérieur de musique, et maintenant au Conservatoire de Rueil-Malmaison. Il a remporté plusieurs concours prestigieux, dont le concours Chopin à Rome et le concours international d'Épinal. Slava vient d'enregistrer 2 albums à l'Auditorium Régnier 3. Tout d'abord un récital solo, avec des œuvres de Bach, Ravel et Liszt. Et le deuxième CD, lui, est consacré à la musique de Maurice Ravel et comprend donc la participation de mon grand frère. Donc on a enregistré tous les deux Tzigane et la sonate pour violon et piano de Maurice Ravel. Et moi, tout seul, dans ce même CD, dans ce même deuxième CD, j'enregistre l'intégralité du ballet Ma Mère Loi pour la transcription pour piano solo, donc qui n'a jamais été enregistré dans son intégralité pour l'instant. Slava est de retour à l'Académie Régnier 3 à l'occasion d'un shooting avec la grande photographe internationalement connue Vanessa Van Zitzewitz, qui a accepté de le réaliser gracieusement pour la couverture des albums. Il faut savoir que Slava Gershowitch est soutenu depuis longtemps par la fondation Sancta Devota, cette organisation philanthropique monégasque soutient des projets en matière d'éducation et d'écologie. Slava a été aidé par la fondation Sancta Devota il y a quelques années. On lui a octroyé des bourses pour lui permettre de poursuivre son cursus. Et actuellement, Slava est l'ambassadeur de la fondation. La fondation, c'est surtout un énorme soutien, un soutien aussi humain. Avant tout, alors évidemment, ça a été des bourses, notamment pendant la crise du Covid. C'était un peu compliqué pour tous les musiciens et ils ont répondu présent pour m'aider, tout simplement. Mais c'est surtout un soutien humain absolument exceptionnel et le fait que ce soit lié à la principauté de Monaco, parce que je suis né à Monaco, fait que je me sens encore plus chez moi. Grâce à cette belle fondation. 2 boursiers, Slava Gershowitch est devenu ambassadeur de la fondation Sancta Devota et maintenant mécène en quelque sorte, puisqu'il a décidé de reverser une partie des ventes des albums à la fondation dans le but de soutenir un bénéficiaire comme il a été soutenu par le passé. C'est en quelque sorte un cercle solidaire et vertueux. Les 2 albums de ce pianiste talentueux sortiront courant 2023. Toujours dans la musique et dans le cadre des festivités de la Sainte Dévote, la Direction des Affaires culturelles organise un concert d'orgue. Concert donné par Silvano Rodi, organiste titulaire de l'orgue de l'église Sainte Dévote, en collaboration avec le diocèse de Monaco. Rendez-vous donc le vendredi 27 janvier à 16h à Sainte Dévote. Après 2 années d'absence, le Festival du Cirque de Monte-Carlo fait son grand retour. Les répétitions ont débuté sous le chapiteau de Fontvieille. Le coup d'envoi de la 45e édition sera d'ailleurs donné ce vendredi soir. De nombreux artistes seront en compétition. À côté de circassiens confirmés, se produiront également des représentants de la jeune génération. Acrobatie, numéros avec des animaux ou encore clowns. Le programme s'annonce très riche avec en prime des records qui seront tentés. Vous le voyez sur ces images, lors des répétitions, il y aura notamment sous le chapiteau une double roue de la mort. Autre idée sortie avec pourquoi pas une séance ciné mardi prochain au Théâtre des Variétés à 20h. Une projection organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco avec un film en noir et blanc de 1950, Outrage. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla vont tout faire pour vous donner envie d'aller voir ce film. Regardez. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film très intéressant qui date de 1950, Outrage. En quelques mots, qu'est-ce que ce film? Qu'est-ce que ce film? Ce film est une bombe. Ce film est une bombe, pourquoi? C'est un film hollywoodien
réalisé par une femme. C'est ça, ce qui est très rare à l'époque. Ida Lupino, première raison. Très peu de cinéastes femmes à cette époque à Hollywood. Il faut dire qu'Ida Lupino, avant d'être cinéaste, a été comédienne, notamment pour Raoul Walsh dans les années 40. Elle se lance dans la production et la réalisation en fondant sa propre société de production, Filmmakers, pour faire des films sur des sujets qu'Hollywood n'a pas l'habitude de traiter. Très peu, comme le viol par exemple. Comme le viol. Deuxième raison pour laquelle ce film est une bombe, c'est que je ne connais pas de film qui ait, avant elle, traité du viol de cette manière. De quelle manière, justement? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que elle ne traite pas ce sujet comme un thème ou un dossier pour le petit écran. Enfin, elle place cette histoire dans le cadre d'un film noir. Le film peut se voir comme un thriller, comme un film noir, puisqu'elle est au début du film victime d'un viol, évidemment tout en suggestion, mais il faut voir aussi comment elle met ça en scène. C'est un film en noir et blanc, et où justement le noir et blanc a une importance et colore quelque part cette histoire. Ce moment est d'une tension absolument folle, et elle va vivre le restant du film en quelque sorte traquée par le monde autour d'elle, dans lequel elle se sent d'un seul coup comment dire, un monde qui n'est plus habitable, où tout le monde est suspect, où elle a l'impression que tout l'oppresse. La manière dont elle nous fait vivre les sentiments de l'actrice pendant cette durée du film, avec justement une clarté de récit, on va à l'essentiel, pas de superflu, pas d'anecdotes. On est là pour traiter réellement ce que vit cette femme qui va devoir fuir, qui va essayer de s'inventer une nouvelle vie. C'est absolument inédit au cinéma et absolument remarquable. Allons voir donc Outrage. Merci Vincent. Merci Fabien. Try to remember. I can't remember. I can't. À quoi doit-on s'attendre du côté de vos prévisions météo? Nous retrouvons à ce sujet Chrisinda Thomel. Bonsoir Chrisinda. Alors, le soleil sera apparemment au rendez-vous demain. Effectivement, Julia, mercredi, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée, mais ils laisseront la place à de belles éclaircies en début de journée. Le ciel se couvrira parfois légèrement durant l'après-midi, mais le soleil dominera cette journée. Du côté du thermomètre, comptez 11 degrés pour les températures les plus douces et 4 pour les plus froides. Le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 17h23. Demain, nous fêterons les Prisca. Du 19 au 22 janvier prochain, le rallye prend à nouveau ses quartiers d'hiver à Monaco et donne le coup d'envoi de la nouvelle saison du WRC. Les écuries sont en plein montage de leurs installations pour accueillir les pilotes et le public, comme vous allez pouvoir le voir sur ces photos signées Manuel Vitali. Nous recevrons d'ailleurs demain à ce sujet la voix des rallyes de Monte-Carlo, Franck Domas. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal riche en actualités. En attendant, belle soirée à vous sur notre antenne.